c'est difficile, du fait des conditions de sa mort, de le percevoir en mouvement, en mobilité. Et un des aspects importants, il me semble, de sa pensée, c'est cet aspect artistique, c'est ce côté international, puisque en étant basé à Paris, il allait régulièrement à Londres. Comme je le disais tantôt, il était en contact aussi avec des militants et des militantes du côté des États-Unis. Il y a cette lettre qu'il écrit à l'été 1968 à Londres. Il était à Londres à l'époque pour plusieurs projets, dont le tournage du film One Plus One de Jean-Luc Godard. Il explique y être là-bas en tant que consultant Black Power, puisque c'est un film qui superpose des images des Rolling Stones en train d'enregistrer leur nouvel album avec des images de militants du Black Panther, British Black Panther Movement, inspiré évidemment du Black Panther Party afro-américain. Donc cette lettre, il me semble, est très emblématique à la fois de l'intérêt pour Omar pour l'art, pour la politique, et aussi son sens aigu de la famille, puisque c'est une lettre qu'il écrit le 31 juillet 1968 à ses parents. Alors Omar écrit « Mes chers parents, la semaine dernière, j'ai tourné dans le film de Jean-Luc Godard avec les Rolling Stones. Les scènes auxquelles j'ai participé non pas en tant qu'acteur, tellement, mais plutôt en tant que conseiller concerné surtout le Black Power. Jean-Luc Godard a été obligé de s'arrêter car la bande sonore était vraiment mauvaise. On entendait seulement, je le cite, des nègres hurler comme dans les pires films racistes. Alors nous recommençons la semaine prochaine. À Londres, j'habite chez un metteur en scène de l'underground qui s'appelle Simon Hartog, qui est un juif américain du genre Bob Dylan. Il est extrêmement intelligent, mais aussi très pessimiste et très nihiliste quant à l'avenir des sociétés industrielles avancées. Il me dit souvent que la pire chose qui pourrait nous arriver en Afrique, ce serait qu'on construise des usines et qu'on nous amène la télévision, l'électronique et autres produits de la technologie moderne. Pour comprendre ce genre d'attitude, il faut savoir ce qu'est l'underground. C'est un mot qui, en anglais, signifie à la fois souterrain et clandestin. Le mouvement underground est un mouvement né aux États-Unis pour combattre l'idéologie produite par la société industrielle avancée. L'underground possède des journaux, des salles de cinéma, il y a des disques underground, des peintres underground, et tous ces gens luttent par la satire, la provocation et même le canular contre la culture officielle et bourgeoise. Ils ont tous moins de 30 ans, et c'est vraiment un phénomène extraordinaire. Les problèmes de la France sont ceux d'une société extrêmement classique, à côté de ceux des pays anglo-saxons. Il y a encore un problème paysan en France, pas en Angleterre. Les Anglais se posent surtout en ce moment le problème de la maîtrise des techniques de communication, télé, mass media, calculatrices électroniques, etc. et des phénomènes d'assujettissement qu'elles produisent. Il s'agit d'adapter l'homme unidimensionnel des sociétés de consommation, un homme bientôt réduit à la passivité totale, CF Herbert Marcuse, qui a écrit L'homme unidimensionnel. En ce moment, j'écris un livre qui sera un mélange de thèmes dont l'inspiration commune sera l'organisation, c'est-à-dire le mode de structuration des hommes et des choses en vue de la transmission d'un certain message. Ainsi, je vais faire un chapitre sur l'underground à partir d'une organisation dirigée par une amie. Cette organisation a pour fonction d'aider les jeunes gens qui se droguent à se libérer de leurs angoisses et de les défendre quand ils se font prendre par la police. C'est un phénomène absolument fascinant et qui a des ramifications très intéressantes. Des discothèques autant que des cabinets d'avocats. Et Caroline, la fille qui dirige tout cela, a seulement 21 ans. J'écris également un chapitre sur le journal Vogue et l'évolution des techniques de mise en page par rapport à la clientèle. Enfin, j'écris un article sur les Stones et le passage de la musique de danse à la musique de climat social qui impliquerait un message différent, libellé de façon différente. Un de mes amis photographes s'occupera de la mise en page de mon livre et des problèmes de couleur. Néanmoins, je ne voudrais pas qu'il revienne trop cher. De toute façon, cela ne me coûtera rien puisque ce photographe qui s'appelle John Stamber a un studio à Londres. Je compte quitter Londres quand j'aurai suffisamment d'informations pour mon livre. À ce moment, je pense que One Plus One sera terminé. Je compte alors aller à Rome, puis en Suède. Je ne tiens pas à être Paris avant l'ouverture des classes pour des raisons que vous devez deviner. Je m'arrêterai là sans demander à papa ce qui l'a amené en prison. Ça devait arriver. J'espère simplement que maman ne s'inquiète pas trop et qu'elle n'a pas trop de famille à sa charge. Je ne peux pas aller à Dakar cet été, mais j'aimerais venir à Noël. En attendant, je vous embrasse tous du fond du cœur et vous demande de ne pas trop vous faire de soucis pour moi, parce que tout va bien.
Oui, juste une anecdote qui me revient. Au moment où il parlait, je pensais à Omar Dandy et Omar Fêtard et Omar Parisien branchés de l'époque. Alors, la règle était la suivante chez papa. Tu as des bonnes notes, tu as tout ce que tu veux. Donc, quand tu as mis un bon carnet le samedi, tu peux demander d'avoir un costume ou n'importe quoi, il te payait. Ça, c'était la règle de la maison. Et Omar était un dandy, donc il avait effectivement une petite garde-robe et il allait sur les Champs-Élysées pour draguer des filles. Et puis après ça, il fallait sortir le soir, donc papa lui donnait de quoi faire. Alors nous, on le suivait un petit peu, puis alors, on devait le quitter à 20h, parce que lui, il continuait de nous rentrer à la maison. Mais on était un petit peu là pour le voir faire. Et il avait une espèce d'audace avec les filles, que nous, on était tellement intimidés. Il voyait une jolie fille qui passait, c'était les mini-jupes qui commençaient. Il tapait sur derrière de la jupe, et la fille venait comme ça, puis après, il cherchait de la ramasser de force. Vous voyez, c'était vraiment un déconneur total. Puis un peu plus tard, quand on était à la fac et qu'on a commencé à être plus adultes, il nous faisait sortir dans Paris la nuit. Et moi, j'ai deux souvenirs. Le premier, c'est qu'un jour, il m'a dit, bon, viens, tu vas m'accompagner. Il y a un type qui s'appelle Yves Saint-Laurent, je crois, il a une boutique à Avenue Marceau. Mais il faut aller voir parce qu'il y a un type qui est là-bas qui s'appelle Andy Warhol. Je dis, Andy Warhol, c'est qui? Il me dit, ce mec, c'est le futur, la future tendance de l'art moderne aux États-Unis. Il est à Paris. Alors, effectivement, on part à Avenue Marceau, que vous connaissez. Et au milieu de l'avenue Marceau, il y avait le bureau de Yves Saint-Laurent, c'est-à-dire la boutique, quoi. On rentre, il y a une cave avec une salle de cinéma et des chaises. Et puis tout d'un coup, la lumière s'allume et on voit Andy Warhol avec sa chevelure blonde, ça va être très marquant comme ça. Et il y avait 50 personnes, pas plus. Hein. Il y avait des artistes, je crois. Il y avait quand même, on m'a même dit, il y avait le directeur de cabinet de Malraux qui était venu pour voir qui c'était un phénomène étrange. Et Omar, il regardait comme ça. À la fin, il y a eu un cocktail, il fallait vers Andy Warhol, il lui a parlé. Moi, j'étais intimidé complètement parce que c'était une star qui naissait comme ça, comme Michael Jackson aujourd'hui, du côté de la musique noire. Et il avait des accès comme ça dans des milieux très bizarres. On est allé, il m'a dit, bien sûr, on va aller voir Miles Davis. J'avais entendu Miles Davis depuis que j'étais né, pratiquement. Et Miles Davis passait à Palais de Chaillot pour une nuit, et il rendait le lendemain à Londres. Et bien, il m'a amené, on a vu Miles Davis comme ça, au Palais de Chaillot. Il avait des accès, mais c'était absolument, il était iconoclaste. Hein. Alors, le plus beau, c'est quand même le Claude François, qui était très très fort. Il y a même une image où on voit notre petit frère Pamdia et Lopi qui monte sur la scène et qui danse avec Claude François au palais de Versailles, c'est-à-dire à la porte de Brancion, là, vous savez, dans le 15e. Et alors, on avait toute une vie comme ça, très très bizarre, c'est-à-dire qu'on était très très encadrés par les parents, mais on nous laissait curiosité intellectuelle, curiosité artistique totale. Et Omar était le moteur un peu de tout ça. Alors évidemment, les choses ont changé plus tard. Après le bac et tout, Paris avait changé, c'était plus les gens qui sortaient en costume cravate, c'était plus côté un peu hippie, décontracté, chic mais décontracté. Et Omar avait un appartement à Paris où tout le monde passait. Tout le monde passait. Hein? Sébastopol. Aujourd'hui, c'est les Halles, quoi. Hein? Et la petite histoire, c'est très drôle. On était au 67 Sébastopol et les enfants de Saint-Gor venaient nous rendre visite là-bas. Francis et Guy, les enfants de la première femme, hein, je parle de connaître. Et donc, on les a connus comme ça. Et puis, un jour, j'ai accompagné Francis au métro parce que Sébastopol, c'est une ligne qui n'est pas celle du quartier latin. En fait, on est à 500 mètres, 800 mètres de Châtelet. Vous traversez le pont de Michel, Saint-Michel, vous êtes au quartier latin. Et donc, j'ai accompagné Francis à pied, qui rentrait chez lui, qui voulait prendre le métro à Châtelet. Et on passe devant une rue qui s'appelait la rue, écoutez bien le nom, de la Petite Truanderie. Parce que c'est les vieux quartiers populaires de Paris. Et c'était les noms des mecs qui possédaient le quartier à l'époque, avant la République, quoi. Et savez c'est quoi cette adresse? Il me dit, c'est là que mon père et ma mère sont mariés. Et c'est là où je suis né. Saint-Gor et la Ginette et Bouy habitaient rue de la Grande Truanderie. Et nous, on habitait 67 Sébastopol. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, il m'a amené effectivement à prévoir aussi bien Sylvie Vartan, hein, parce qu'il aimait bien Sylvie Vartan. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, Abdou, comment on rentre de l'école, on nous dit, tiens, il y a Sheila qui habite le 14e, donc nous on habitait avenue du Parc Montsouris, quoi, à Lézia. Abdou me dit, on va trouver la maison de Sylvie Vartan. On ne disait pas Sylvie Vartan, c'était Sheila. On était trompés. On a tapé à la porte, ils nous ont ouvert, pardon. Ils nous ont ouvert, ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez, on veut voir Sheila. Mais qu'est-ce qui vous a amené? On nous a dit qu'elle habite à l'église, c'est vrai. On est rentré dans cet appartement. On avait 14-15 ans, hein.
on a eu des autographes, Sheila s'est photographiée avec nous, on a passé comme ça un quart d'heure, Fabio et moi, dans l'appartement de Sheila, et puis c'est comme ça, voilà. C'était une famille totalement disjonctée, je crois. Ah bon, Loma. La lecture de la lettre de Omar à ses parents, tonton Blondin, Napoléon et Tanti Awa, Tanti Adam, oui. Pour moi c'est les mêmes. J'ai connu les deux et personne ne pouvait les reconnaître. J'ai jamais eu une gémilité poussée à ce point. Quand j'ai vu Tanti Awa la première fois, c'est quand nous avons débarqué à Bamako, Omar et moi, nous nous sommes retrouvés à Bamako Koura, personne ne nous attendait, parce que personne ne savait qu'on venait à Bamako, c'était pas du tout au programme. Et on entre dans une maison, moi c'était la première fois que j'allais à Bamako, et je regarde, je dis, mais tiens, Tanti Adama est déjà à Bamako, comment as-tu su qu'on était là? C'est là qu'il fallait que je me mette. C'était la première fois que je la voyais, elles étaient toutes les deux sages-femmes, elles avaient la même écriture, la même douceur, incapable, impossible de les distinguer. Bon, mais enfin, en lisant la lettre, moi, il y a trois choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est cet amour pour la poésie, et la poésie comme entrée dans la découverte du réel. J'y repense parce que quand on est arrivé à Damas, après un périple qui nous avait amenés en Italie, en Suisse, en ancienne Yougoslavie, en Turquie, traverser le Bosphore, arriver à Alep, prendre le bus et arriver à Damas, on a eu évidemment le temps de nous intéresser à l'histoire de la politique en Syrie, etc. Hafez el-Assad était déjà arrivé au pouvoir. Il était en 60. Il venait d'arriver au pouvoir. Et Damas était une ville où il y avait des uniformes. La moitié des hommes portaient des uniformes. C'était aussi simple que ça. Et pendant qu'on s'intéressait ou qu'on parlait, qu'on essayait de comprendre ce qu'était la scène politique syrienne, Omar lisait Mahmoud Darwish. Et Mahmoud Darwish, c'est le poète palestinien. Et une des choses que j'ai retenues après de ma lecture de Mahmoud Darwish, et qui peut-être expliquait l'intérêt de Omar pour ce poète, tournait autour de l'identité. Et pour Mahmoud Darwish, l'identité n'est pas un héritage, mais une construction. Et je crois que c'est là une idée très forte chez Omar, qui fait qu'il ne se réfère jamais à une identité qui est un héritage, mais toujours une quête, quelque chose qui est à construire. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, parce que ça veut dire, pour les générations à venir, qu'elles ne sont pas héritières de quelque chose dont elles peuvent faire ce qu'elles veulent ou ne pas faire. Elles ont une obligation qui est de construire une nouvelle identité. Premier point. Le deuxième, c'est au fond le rapport à la lutte anti-impérialiste. Beaucoup de militants, je crois que pratiquement tous les étudiants africains étaient anti-impérialistes. Mais ils avaient de l'impérialisme une compréhension qui est celle de la vulgate marxiste de l'époque. C'est l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, et de pair avec cela, l'idée que le parti est un instrument de conquête du pouvoir, et entre les deux, on milite pour conquérir le pouvoir. Et Omar se situe aux antipodes de cela. Il n'était pas intéressé par le pouvoir, par la quête du pouvoir et la conquête du pouvoir, et donc il n'était pas intéressé à forger, à créer ou à militer dans un parti dont l'objectif était la conquête du pouvoir. C'est sans doute ce qui explique qu'il ne soit jamais resté quelque part dans un parti, parce qu'il n'était pas de ceux qui avaient cette conception léniniste qui était une déformation, si ce n'est une perversion, par la vulgate marxiste de la compréhension
de ce que devait être l'anti-impérialisme. Omar n'était pas anti-impérialiste seulement, il était anticapitaliste. Et il était contre le capitalisme, non pas parce que, pour des raisons, il était anticapitaliste parce que le capitalisme lui paraissait aux antipodes de l'humanité. Parce qu'au fond, il réduisait les choses à leur plus simple expression, la marchandise, la valeur monétaire. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui peut être mesuré. Alors que Omar n'était pas du tout dans cette logique-là. Et c'est ce caractère déshumanisant du capitalisme qui faisait qu'il abhorrait ces systèmes capitalistes. Et je crois que ça, parce que ça expliquera aussi ces divergences avec un certain nombre de militants qui étaient tous anti-impérialistes, mais qui n'étaient pas anticapitalistes. Quelques-uns réclamaient même, au nom de l'anti-impérialisme, des quotas, donc des droits à exploiter leur peuple, à exploiter une part des ressources dites nationales. Et certains iront jusqu'à théoriser le caractère révolutionnaire d'une bourgeoisie dite nationale. Omar n'était pas dans cette logique. Il était anticapitaliste parce que le capitalisme est anti-humain. Troisième et dernier point, c'est un peu le philosophe qui revient. Je pense que quelque part, Omar avait fait sien cette idée bien bergsonienne selon laquelle il faut agir en homme de pensée, mais il faut aussi penser en homme d'action. Et qu'il n'y a donc pas entre la pensée et l'action une espèce de muraille de Chine infranchissable, mais une dialectique qui fait que la pratique doit être éclairée par la théorie et à l'inverse, la théorie doit s'enrichir de la pratique. Et une des choses que l'on voit dans le film La Chinoise, je crois que c'est d'où viennent les idées justes. Et donc cette espèce de dialectique entre la pensée et l'action était certainement au cœur aussi de la réflexion et de la pratique de Omar. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hassan ? Oui. T'es notre frère, et le frère doit témoigner aussi. Je souhaiterais. De la vie. Oui, bonjour. Alors, je suis un des l'avant-dernier de la famille, l'avant-cadet, et je souhaiterais quand même exprimer le peu que je sais de mon frère, c'est-à-dire un des premiers souvenirs que j'ai gardé de Omar. C'est quand, je crois qu'il a été expulsé de France, on habitait donc à Yoff, à côté de l'aéroport, et papa donc était médecin-chef de la SECNA et tout ça, donc il débarque un jour, quoi, donc papa, je me rappelle qu'il avait une voiture de fonction, c'était une 4L, c'était une R4, et on va le chercher à l'aéroport, et il arrive, c'était un événement, et il arrive, je crois qu'il portait un costume de velours vert, pour refléter un peu son côté dandy dont on se demande pas, il aimait la belle sape, il faisait un peu chaud, donc il a enlevé sa veste, il est arrivé à la maison, dans le salon et tout ça, bon, c'était un événement. Et donc, on commence les salutations et tout ça, on commence à causer un peu, et à un moment, papa lui dit, bon, on a fait papoter comme ça, où est ton attestation d'admission à normal, je sais plus, un truc, quoi. Il réclame un papier, quoi. Et je me rappelle qu'il a commencé à se plier les poches, et il avait plié ça dans sa poche arrière de son costard. Et donc, papa lui dit, mais comment ça, mais tu es fou? Un document comme ça ne se plie pas. Il dit, mais papa, c'est du papier, ça brûle. Et comme ça, quoi, donc. Et après, je me rappelle, je crois qu'il avait ramené des jouets, et il y avait Péka et moi. On s'est tiraillé les jouets, on a commencé à se bagarrer un peu. Et il est venu, il a concilié, il nous a concilié. Il nous a fait prendre conscience que nous étions des frères. Et qu'il n'était pas normal que nous battions comme ça, Voilà, quoi, un jouet, quoi. Et ça a calmé le truc. Et après ça, je me rappelle qu'il allait se soulager, donc il allait uriner. Et je me rappelle une chose, à 5 ans, ça marque un gosse. Je me rappelle qu'il n'a pas fermé la porte. Et ça m'a
ça m'a un peu marqué, ça m'a un peu choqué, quoi. Donc ça, c'est un des aspects, un des premiers souvenirs que j'ai gardé de lui. Après ça, on a déménagé en 69, on est venu à Tarablis, et donc, il sortait, après le repas, il allait rentrer dans le Grand Dakar, venir à Italie, à la Médina, et il revenait manger. Et quand il sortait, maman lui donnait, il avait confié un peu d'argent à maman, et maman lui donnait un peu d'argent pour acheter son paquet de gauloises, et la monnaie, il mettait dans sa poche. Et quand il revenait le soir, après manger, il ressortait, et il disait à maman, bon, donne-moi encore de l'argent. Et maman lui disait, quoi, mais oh, moi, je t'ai donné 5000 francs, je sais plus, je t'ai donné de l'argent ce matin-là. Il dit, non, mais j'ai vu, il y a des gens qui en avaient plus besoin que moi. Donc, il avait ce côté, il avait un très bon rapport avec l'argent. Voilà. Et bon, voilà un peu, quoi. Et voilà, donc, grosso modo, ça, c'est un des premiers souvenirs qu'on avait. Et c'était un événement. Le deuxième souvenir que j'ai gardé aussi, c'est qu'on revenait de l'école Kléber, on descendait la Corniche, dans la 403 de papa, et il nous dit, Omar est là. Ça aussi, c'était, ah ouais, on était tout contents, on a commencé à s'exciter. J'ai dit, il dit, mais il n'est pas à la maison. Il est où? Il nous a fait comprendre que voilà, quoi, il avait été arrêté, extradé. Et donc, du coup, ça nous a un peu refroidi. Et voilà, quoi, on n'a pas pu le voir immédiatement, quoi. Et après, il y avait des visites. Tous les dimanches, on allait en tôle voir les frères. Ça aussi, ça marque un peu un gosse. Les visites tous les dimanches, il fallait qu'on aille soit à 100 mètres, soit à Gorée, soit au camp pénal, soit au Fort B. Et voilà, quand on allait rendre visite, donc les parents ils ramenaient de la lecture, on ramenait du café, du savon, des cigarettes, des fruits et tout ça. Donc on a un peu grandi dans ce climat. Ensuite, il y a eu tous les événements, donc, de la période où il y a eu les incendiaires, on a arrêté les frères en février 71 et tout. Et quand les frères étaient en prison, on n'a pas cessé de faire de l'agitation. Et je me rappelle qu'on habitait en face du supermarché, et chaque fois que quelqu'un se faisait prendre parce qu'il avait volé, subsidié quelque chose au supermarché, on intervenait et on libérait les voleurs. Parce que, à notre avis, si jamais les gens venaient voler à manger, c'est que c'est l'État qui les avait affamés ou appauvris. Et donc, nous, c'était un peu les justiciers, quoi. Donc, systématiquement, on libérait les voleurs, on les aidait à s'échapper. On neutralisait le vigile, on créait de la diversion, et puis voilà. Voilà un peu, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Juste une anecdote encore pour rapporter un élément qui était un peu, disons, pas très clair dans l'esprit de beaucoup de gens sur le rapport entre Omar et les enfants de Senghor. Alors, Senghor était un homme politique qui était déjà établi en France et qui était marié à Madame Eboué, la fille de Félix Eboué, qui est sa première femme, avec qui il a eu 2 enfants, puis ensuite ils ont divorcé. Alors, quand ils divorcent, Senghor est en ce moment-là candidat aux élections du Sénégal au titre du collège qu'on appelait le collège indigène, je pense comme ça, et il faisait campagne avec sa femme. Et c'est là qu'il rencontre, je crois, sa future épouse Colette, qui devait être la secrétaire de quelqu'un du gouvernement général. Une fois qu'il est élu, il va à Paris comme député du Sénégal. Donc, il a un bureau au Palais Bourbon, et il demande cette secrétaire, parce qu'il l'avait connue, donc elle était efficace. Alors, ils se connaissaient, les 2 familles, les Eboué et les Senghor. Et cette femme devient sa secrétaire, elle est chargée des étudiants. Elle est chargée de gérer les questions étudiantines, les inscriptions, tout ça. Et Senghor devient député, donc il fait son travail. Et puis ensuite, son ménage avec sa première épouse tendre, et il va vite aboutir au divorce. Bon, c'est pas anecdotique. Et ils se séparent à l'amiable apparemment, mais les enfants restent en France et Senghor prend la navette entre Dakar, Paris, pour son boulot de député. Et Madame Colette, à l'époque, s'occupe des étudiants sénégalais. Alors, nous, quand on vient en France avec papa, c'est 58 pour les vacances et puis 60 l'établissement pour les longues années de papa comme docteur en médecine. On est au lycée Montaigne, qui est dans le 6e arrondissement. Louis-le-Grand, c'est aussi au 6e. Et le fils Senghor était à Sainte-Barbe, qui était un collège catholique privé, qui était rue de
Assas, en haut, vers l'observatoire. On les voyait passer comme ça, devant la rue du lycée Montaigne. Nous, on prenait le métro. Eux, ils allaient chez leur maman, j'imagine. Et puis, voilà. Et Omar et eux se rencontrent plus tard dans la bande du drugstore. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, j'en disais, les gosses dandy, là. Et c'est là qu'ils se connaissent. Draguant un peu les mêmes filles, allant dans les mêmes soirées de Paris et tout ça. Et puis, bon, ils se lient d'amitié. Quand Francis dit ça à sa maman, elle dit, je connais pas le docteur Diop, mais je sais que c'est des gens qui sont de la SFIO, voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle alors elle dit, ah, c'est SFIO, oui, SFIO. Et puis Omar est présenté dans la famille, et la maman l'aime bien. Du coup, ils se fréquentent, voilà. Rien de spécial. Mais ils grandissent, et ils se mettent à courtiser les mêmes filles, dans la bande du drugstore. Omar fait la cour à une bielle de Francis, ça fait des petits remous, et puis ils se chamaillent. Je crois qu'ils ont même arrivé presque aux mains. Mais en fait, c'était vraiment une histoire de garçon, quoi. Rien. Alors, Senghor, lorsqu'il se remarie maintenant avec Colette, là, les enfants Senghor sont pratiquement hors, interdits de séjour. Pas juridiquement, hein, mais déjà, ils viennent plus à Dakar en vacances comme avant. Et dès que Philippe est né, c'est encore plus espacé. Alors, il commence à fréquenter des gens dans Paris, bon, ils sont plus fréquents avec Omar, comme ça, par amitié de quartier, avec le fils d'Alioune Diop, là, qui s'appelait David. Voilà. David, hein. Et puis, alors, bon, ça se déroule comme une affaire de garçon, quoi, c'est pas grave. Mais, la situation de Senghor et de Colette se tend, parce que quand ils divorcent, c'est pas à l'amiable, et les enfants deviennent plus encore, disons, les enfants Senghor plus hostiles à leur père qu'avant le divorce. C'est beaucoup plus hostile. Alors, à ce moment-là, je crois que la maman de Francis et de Guy, elle fait de Omar un peu le copain africain qui va les tempérer, quoi. C'est des bouillants, hein, attention, hein. C'est des bouillants. Mais ils deviennent bien copains, sauf que les filles, ça devient un enjeu tout le temps. Et c'est là que les problèmes avec Omar et Francis ont été un peu évoqués plus tard, parce qu'en se disputant des filles, bon, les gens ont fait des commentaires par-dessus, politiciens, des trucs qui n'étaient pas réels, mais Omar, ça l'a vexé, ça. Parce que quand Francis a dit que oui, il se faisait passer pour un fils Senghor, voilà. Il faut draguer les filles. Donc c'était une blessure, et Omar n'a jamais accepté ce truc-là. Ils se sont réconciliés pratiquement quand on est venu, nous, après le bac. Ils ont resté peut-être de 66 à 69 sans se parler. Mais quand on a déménagé à Sébastopol, c'est là qu'on s'est retrouvés un petit peu. Puis ils venaient chez nous à Sébastopol. Omar allait voir la maman à avenue de Suffren à côté de l'UNESCO parce qu'elle avait un poste à l'UNESCO que son papa lui avait trouvé parce qu'elle était déjà séparée de Senghor, donc elle pouvait travailler avec lui. Tant elle était la femme, elle travaillait pas, bien sûr. Voilà un peu l'histoire que je voulais vous préciser sur les rapports d'Omar avec les enfants Senghor. On a beaucoup brodé dessus, mais il n'y a pas eu réellement de contentieux, sauf des histoires de garçons. Par contre, quand il a interdit Francis de séjour ici, Senghor, parce qu'il ne s'entendait pas avec Colette, et quand il venait dormir au palais, c'était sur les tensions, il a finalement dit à son fils, vous êtes interdit de séjour à l'Empire. Voilà. Alors Francis est venu, bon, il s'est réconcilié plus tard avec son père, et puis il commençait à vivre ici. Alors c'est là qu'on s'est un peu fréquenté, nous, mais c'est Omar principalement leur ami. Alors, on aimerait bien que des témoignages viennent de la salle. Mamadou Diop de Croix. Omar Diop, Blondin, je le connaissais. Nous avons vécu peut-être une année ensemble. Beaucoup de jeunes générations pensent que le système, c'est il y a quelques années qu'on a commencé à le combattre. Omar m'a trouvé au café du campus social. Il me dit, de Croix, comment vas-tu? Je dis, ça ne va pas très bien, j'ai des maux de crâne. Il me dit, c'est le système. Donc, voilà, et nous sommes dans ce combat depuis lors. Et je crois que la meilleure manière, je félicite vraiment les organisateurs de cette commémoration.
Vraiment, je les félicite. Pour moi, les commémorations devraient avoir comme vocation, en fait, de nourrir les jeunes générations, de faire en sorte que ces combats-là puissent être continués jusqu'à la victoire finale, comme disait l'autre. Et c'est une famille particulière, bon, je les connais tous. Oui, ils ont été élevés dans cette philosophie de la vie, je dirais. Et Omar a combattu sur la base de convictions, il est mort sur la base de ces convictions-là. Il faut un procès. Un journaliste m'a dit, c'est un procès de quoi? J'ai dit, un procès sur l'assassinat de Omar, c'est un procès sur le système en tant que tel. Bon, le président Senghor, il est parti, bon, il faut pardonner, probablement, mais il y a quand même des bilans qu'il faut faire, me semble-t-il. Nous le devons au peuple sénégalais, nous le devons aussi à l'Afrique, parce que Omar était un très grand panafricaniste. Alors, il y a des aspects que j'ai trouvé assez... Parce que cet épisode que raconte Paloma, moi j'étais dans l'armée sénégalaise, exclu de l'université, enrôlé de force dans l'armée, et je pensais que nous autres qui étions dans l'armée étions les seuls dans ce type d'univers. Je ne savais pas qu'à l'époque vous-même vous étiez en Syrie aussi en train de manier les armes. Ça je l'ai su bien plus tard. Hein. On était dans la brousse, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Mais ça montre quand même quelque part vraiment le fait que cette génération était globalement très portée sur le combat de résistance contre le système néocolonial, comme on disait à l'époque. C'est un appel que moi je lance pour que ce combat se poursuive. C'est la seule façon, à mon avis, de rendre hommage à Omar. Il faut aussi qu'on apprenne, le procès on en a parlé, mais il faut aussi l'histoire. Notre jeunesse ne connaît pas son histoire. Quelqu'un disait, enfin, j'avais un neveu aux États-Unis, je dis, qu'est-ce que vous avez appris ce matin? Il me dit, la guerre du Golfe. Qu'est-ce qu'on vous a appris? L'Amérique a gagné. Je dis, et quoi d'autre? La Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on vous a appris? L'Amérique a gagné. Nous ici, qu'est-ce qu'on nous apprend? Nous sommes un pays pauvre. Nous sommes un pays pauvre. Nous sommes un pays pauvre. Finalement, quand vous grandissez, vous pensez que vous n'êtes bon à rien. Et je crois que ce combat-là, on va l'amener jusqu'à la fin. Nous devons le poursuivre. Merci beaucoup.